Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV7 et Sud-Ouest pour cette émission consacrée aux élections municipales et à la ville de La Rochelle. Avec moi Pierre-Emmanuel Charpentier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur départemental de Sud-Ouest en Charente-Maritime. Alors, ils étaient 7 candidats au premier tour. Dorénavant, ils sont 4 à se maintenir pour ce second tour. Cette campagne, vous le savez, entre les deux tours est brève, mais combien décisive. Alors, on espère que ce débat va vous permettre de connaître un petit peu mieux les candidats, les points de convergence, mais aussi ce qui les différencie afin que vous puissiez faire un vote éclairé dimanche prochain. On va parler de logement, de mobilité, de culture, donc différentes thématiques tout au long de ce débat. Mais avant cela, je vous propose une rapide carte d'identité de la ville. La Rochelle est une ville historique tournée vers l'océan. Connue pour son vieux port, ses tours médiévales et son important port de plaisance. La ville compte aujourd'hui environ 77 000 habitants. L'âge moyen est de 44 ans. Le taux de chômage se situe autour de 11%. L'économie locale repose sur les activités portuaires, le nautisme et les services. Mais ce qui pèse dans la balance, c'est le tourisme, avec plus de 4 millions de visiteurs chaque année et qui génère plus de 8 500 emplois. La Rochelle est aussi un pôle universitaire et attire chaque année plusieurs milliers d'étudiants. Comme beaucoup de villes littorales attractives, elle fait face à plusieurs enjeux importants, l'adaptation au changement climatique, la gestion du tourisme, la pression immobilière, le logement ou les mobilités. C'est ici que vivent les Rochelais et les Rochelaises. Et maintenant, la présentation des candidats. Olivier Falorni, vous avez 53 ans. Vous êtes député de la première circonscription de Charente-Maritime et vous siégez dans le groupe démocrate de l'Assemblée nationale regroupant le MoDem et les Indépendants. Vous avez été candidat malheureux au municipal de 2020 où vous avez perdu d'un rien face à Jean-François Fontaine de 180 voix. Et vous êtes professeur d'histoire géo et vous menez une liste divers gauche intitulée pour les Rochelaises et les Rochelais. Marilyn Simonet, bonjour. Bonjour. Vous avez 61 ans, vous travaillez à l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable. Vous conduisez une liste d'union de la gauche avec le PS, le PC, les écologistes et le collectif Assemblée citoyenne sous le nom de La Rochelle Unie. C'est bien ça. Thibaut Guiraud, vous avez 45 ans, vous êtes le maire sortant d'Hiver Gauche. Vous avez remplacé Jean-François Fontaine en 2025 et vous briguez un premier mandat, donc en tant que tête de liste. Vous êtes directeur de clinique, chercheur en physiologie et formateur. Et vous incarnez la liste Génération La Rochelle. Bonjour. Bonjour. Christophe Batcap, bonjour. Vous avez 52 ans, vous êtes chef d'entreprise de Connexio, une entreprise de télémarketing. Vous êtes à la tête de la liste Une Vision pour La Rochelle et c'est une liste transpartisane d'hiver droite. Tout d'abord, je vous le disais, nous sommes donc entre les deux tours. Je vous propose de faire un point sur les alliances, les rapprochements ou non de vos candidats. Quelles sont les stratégies adoptées pendant cet entre-deux tours? Tout d'abord, les résultats du premier tour. Donc, je disais que vous étiez 7 candidats. La participation a été de 51,66%. Donc, un Rochelais sur 2 est allé, un électeur est allé voter. Olivier Falorni, vous avez fait 33,12%. Marilyn Simonet, 21,41%. Le maire sortant, Thibaut Guiraud, 15,64%. Christophe Batcap, 13,60%. Et à vos côtés, il y avait également Séverine Verbroek, 8,83% pour le Rassemblement national. Véronique Bonnet, 6,47% pour la France Insoumise et Antoine Collin, 0,92% pour Lutte ouvrière. Donc si on fait un rapide calcul, les listes de gauche à La Rochelle ont totalisé plus de 75% lors de ce premier tour. Première question à Olivier Falorni. Vous avez réalisé dimanche, on l'a vu, un très gros score avec 33,12% des suffrages qui va, je vous cite, au-delà de vos pronostics les plus optimistes. Un petit rappel des faits, vous avez fait quasiment le même score en 2020. Comme je disais tout à l'heure, Jean-François Fontaine vous talonnait au soir de ce premier tour. Là, pour ce premier tour de 2026, vous laissez très loin Marilyn Simonet à 12 points. Donc, question volontairement provocatrice, pouvez-vous perdre cette élection? On peut toujours perdre une élection. Vous savez, il y a une première mi-temps. Le score, effectivement, me donne une large avance, mais j'aborde
cette campagne du deuxième tour à la fois avec sérénité, avec détermination, mais sans pavoiser. Je mène campagne, nous ferons une campagne active sur le terrain. Effectivement, je me réjouis de ce score, de cet écart majeur qui s'est créé dès le premier tour. Voilà, je pense que c'est le fruit d'un travail en tant que parlementaire. J'ai été élu 4 fois par les Rochelaises et les Rochelais depuis 2012. Et je pense que c'est la reconnaissance de mon travail de parlementaire, mais aussi de Rochelais. Une ville que j'aime depuis toujours et que j'ai envie de défendre. Donc oui, une large satisfaction, et j'allais dire une satisfaction, comme je l'ai dit dans votre quotidien ce matin, une grande satisfaction d'être en tête dans des quartiers comme La Jeunette et aussi dans des quartiers comme Mireuil et Villeneuve-les-Salines. Je crois les quartiers populaires de La Rochelle. Les quartiers populaires et les quartiers considérés comme plus favorisés. Moi, j'ai envie de réconcilier La Rochelle et d'être en tête dans des quartiers aussi différents. Pour moi, c'est une vraie satisfaction. Thibaut Guiraud, vous êtes le maire sortant de La Rochelle. Vous êtes en poste depuis 9 mois à peine. Votre score, vous avez dit dimanche soir, est en deçà de vos espérances. Dès minuit, dimanche soir, vos équipes ont rencontré celle de Marilyn Simonet afin de parler d'alliance. Vous êtes là sur le plateau, donc ça veut dire que ça n'a pas abouti. Qu'est-ce qui a coincé ? Alors Marilyn Simonet m'a tendu la main le soir de l'élection du premier tour. En effet, un score de 15,6%, c'était en deçà de notre espérance. On a énormément travaillé sur ce mandat et on pensait que les Rochelais allaient s'en rendre compte et nous donner leur confiance. Donc elle m'a tendu la main, mais pas vraiment. C'est-à-dire que nos programmes sont assez fongibles, c'est-à-dire qu'on a des éléments de programmatique qui se ressemblent beaucoup. Par contre, il y avait une condition dans le cadre de la fusion, c'était que je n'apparaisse pas sur cette liste fusionnée. J'ai trouvé que c'était insultant et l'ensemble de mon équipe n'a pas souhaité fusionner au regard de cette condition qui, malheureusement, n'est pas à la hauteur de l'esprit républicain. Voilà, nous, on est une liste sans soutien de partis politiques. Ça a été un choix. On voit qu'au soir du premier tour, les listes qui ont été soutenues par des partis politiques ont fait des beaux scores. Et moi, je le dis en toute humilité, et je les salue, bravo à eux. Malgré tout, on pense encore une fois qu'il est possible de renverser la table au soir du deuxième tour et de faire en sorte que les Rochelais, notamment ceux qui ne sont pas allés voter au premier tour, reviennent et se mobilisent généralement derrière notre liste. Marilyn Simonet, vous avez tendu la main. C'est le cas ? Tout d'abord, si vous le permettez, je souhaiterais rappeler, et je suis quand même très satisfaite de ce premier tour à La Rochelle, parce que le Rassemblement national a fait moins de 10% et qu'il n'a pu se maintenir. Et ça, je peux vous dire que c'est une vraie satisfaction. La deuxième chose, vous avez évoqué que 75% des Rochelais ont voté à gauche. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette addition. Ce calcul. Avec ce calcul. Je ne sais pas si la vérité mathématique c'est le hasard du placement sur ce plateau. En tout cas, monsieur le député, vous êtes à droite à Paris et semble-t-il à gauche à La Rochelle. C'est en tout cas la vision qu'ont les Rochelais. Et puis monsieur Batcab ne s'en cache pas. Monsieur Batcab ne s'en cache pas, conduit une liste de droite. Bernard Cazeneuve et Raphaël Glucksmann sont à droite. On va peut-être pas rentrer dans ce débat-là tout de suite. Et surtout, c'est vous qui commencez. En tout cas, je veux répondre à la question. Oui, vous savez, ma méthode, moi, c'est de parler à tout le monde. J'ai toujours parlé à tout le monde. Dans mon expérience de nombreuses années, maintenant, j'ai toujours parlé à tout le monde. Donc vous avez parlé à la liste de M. Guiraud. Nos colistiers se sont parlé. Et c'était bien normal. Et pour dire les choses clairement, Mme Simonet, monsieur Guiraud est trop Macron-compatible pour vous ? C'est un vrai souci ? C'était surtout le souci. Malheureusement, les urnes ont parlé. Je suis arrivée deuxième. Il y a une tradition qui s'exerce partout en France. Mais vous étiez prêt à fusionner sans la présence de M. Guiraud. Est-ce que c'est un conflit de personnes ? Absolument pas. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit sur la personne. Vous savez, il y a ce qu'on fait et il y a ce qu'on se dit. Les électeurs ont parlé. Le maire sortant de La Rochelle est arrivé en 3e position.
il y a eu effectivement depuis ces nombreux mois, voire ces dernières années, une division parmi les Rochelais, que certains se sont bien engagés à mettre de l'huile sur le feu. Cela ne me regarde pas, je n'ai jamais été dans cet état d'esprit. Et donc concrètement, qu'est-ce qui a coincé? C'est ça qu'on voudrait savoir. Est-ce qu'il y a un projet qui vous a vraiment divisé? Enfin, pourquoi il n'y a pas d'union? Il y a effectivement peut-être des personnes qui ne sont pas forcément compatibles. Mais il y a aussi quand même quelques questions sur des projets. On y reparlera peut-être, puisque beaucoup sont attentifs à la santé des Rochelais. Il y avait un sujet sur lequel nous n'étions pas forcément d'accord. Sur Marcel Paul ? Sur le chantier pollué de Marcel Paul notamment. Qu'est-ce qui vous divise sur ce sujet qui a alimenté la chronique depuis des mois ? Donc Marcel Paul, c'est une ancienne usine à gaz Enedis qui est en plein centre-ville. Donc il faut dépolluer ce site. L'objectif, c'est de reconstruire. Avec un projet immobilier. Et un groupe scolaire qui est à proximité avec 4000 élèves. Entouré d'écoles. Nous avons dit, et c'est un marqueur fort de notre programme, il n'y aura pas de logement sur ce site. C'est donc extrêmement clair pour nous. Dépollution du site. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites sur ce site ? Un travail en concertation avec les habitants et avec les riverains, et aussi avec les groupes scolaires, pour donner un nouveau projet à ce site. On nous dit oui, mais ça va coûter très cher. De toute façon, c'est intéressant, et on va essayer d'avoir tous votre avis sur ce projet. Mais tout d'abord, Monsieur Badkab. Monsieur Badkab, vous avez rassemblé 13,60% des suffrages dimanche. C'est un score inédit dans une ville de La Rochelle qui s'est toujours refusé à la droite. Vous avez fait presque le double du score de Bruno Léal en 2020, qui avait fait 7,7. Mais vous apparaissez loin du compte pour la victoire finale. On va reparler d'Alliance. Vous n'avez pas été tenté de vous rapprocher de M. Falorni ou Qu'en est-il? Et vous êtes maintenu? J'écoute ce qui se dit. Je ne suis pas politicien, c'est pas mon métier. Je m'engage dans ces élections parce que je sens ma ville se renfermer, s'abîmer, ne pas avancer, avoir rompu avec l'innovation. Je porte une liste de rassemblement, alors avec des gens qui sont plutôt orientés à droite et d'autres qui sont anciennement élus à gauche et d'anciens candidats écologistes. Peu importe, finalement, c'est pas mon projet. Mon projet, c'est pas de faire de la politique et de faire du calcul d'étiquettes. Et ce que j'entends là, c'est Santa Barbara, épisode 50. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça fait des années qu'on a une ville qui se revendique être un bastion de gauche. Et effectivement, vous avez dit deux chiffres intéressants, c'est 50% d'abstention. Je pense que ça y est pour quelque chose, à force d'avoir des combats internes, fratricides, entre deux équipes qui finalement revendiquent la même couleur et qui ne s'entendent pas, et finalement qui fait que la ville s'enlise et qu'on n'a pas de vrai projet. Chaque Rochelaise et chaque Rochelais que j'ai rencontré, que mon équipe a rencontré, a été convaincu par ce qu'on leur a proposé. Ils ont été convaincus par un projet plus structurant, plus ambitieux. Bon, malheureusement, je suis parti, moi, avec un déficit de notoriété. Je n'ai pas eu la chance d'avoir le siège de maire pendant quelques mois. Je ne suis pas député, je n'ai pas la même visibilité, je n'ai pas non plus les différentes étiquettes politiques, puisque je n'ai pas voulu d'investiture pour être une liste citoyenne. Et malgré tout, on a réussi à se qualifier pour le deuxième tour. Ce que j'espère maintenant, c'est pouvoir parler, non pas aux 30% des Rochelais que j'ai pu toucher jusqu'à présent, mais aux autres, et de pouvoir faire la différence et de pouvoir effectivement apaiser. Et je pense être le seul à pouvoir le faire parce qu'il faut rentrer dans une nouvelle ère. La Rochelle a un rendez-vous avec son avenir. Il nous faut des projets novateurs, structurants, orientés aussi vers l'amélioration de l'emploi et de l'économie. On n'en a pas parlé, mais ça me paraît être des sujets importants, la mobilité. Ça, on en parlera après. D'accord. Je vais quand même néanmoins insister, parce que c'est intéressant, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ah, pardon. Pour quelle raison n'avez-vous pas tenté une alliance avec M. Falorni, par exemple? Vous êtes quand même... Le score est très bon, mais vous êtes très mal embarqué pour la victoire finale. Est-ce que ça vous a trotté? C'est vous qui le dites. Moi, je vous dis, j'ai parlé à 30% des Rochelais et 70% ne me connaissent pas. Pourquoi j'aurais fait une alliance? Puisque, en réalité, mon positionnement d'origine, c'est de dire « je ne veux pas ». Je ne veux plus de politique politicienne, je ne veux plus d'arrangement, je ne veux plus de conflit d'intérêts, je ne veux plus
de posture d'étiquette, de combat, et je veux porter une liste nouvelle de gens qui sont des citoyens, qui sont ancrés dans la ville, qui sont engagés. J'ai des colistiers, je ne leur ai jamais posé la question de leur étiquette politique. On s'est parlé de leur expérience professionnelle, on s'est parlé de leurs compétences, on s'est parlé de leur envie, mais jamais d'autre chose. Et je pense que si on veut apaiser le débat, qui est un combat qui dure depuis longtemps entre Olivier Falerny et Jean-François Fontaine, dont Thibaut Guiraud prend la suite, eh bien, il faut arrêter ça parce que ça a coûté très cher aux Rochelais, en réalité. Beaucoup de décisions ont été prises pour empêcher l'un, pour embêter l'autre. On va rentrer dans le vif du sujet. Ouais, on a parlé du chantier de dépollution de Marcel Paul. Là-dessus, quel est votre avis? Construction, pas construction? Quel projet? Mais de toute façon, le problème de la dépollution, c'est qu'il faut dépolluer. Il faut dépolluer jusqu'au bout. Donc, avec toutes les conditions nécessaires d'un DOM et d'une pollution intégrale, d'en être assuré, d'avoir été au bout du bout, et ensuite de reprendre la construction, parce qu'il n'y a pas d'autre solution dans mon esprit. Des constructions de logements à cet endroit-là? Mais une fois que ce sera complètement dépollué, qu'on fasse des logements, un parc ou quoi que ce soit, enfin, on ne peut pas mettre nos enfants, hein, je suis père de famille, j'ai une fille qui a un peu plus de 20 ans, on ne peut pas mettre nos enfants dans des logements étudiants avec de la pollution en dessous, et je ne les ferai pas plus se promener dans un parc qui serait pollué. C'est tout aussi dangereux. Donc il faut aller jusqu'au bout de la dépollution, avec toutes les précautions possibles, et de le faire dans des conditions optimum, ce qui n'a pas tout à fait été fait pour l'instant. Je vais juste rebondir sur monsieur... que pensez-vous de la question que j'ai posée à monsieur Badcab? S'il était venu vous voir pour vous proposer une fusion, une alliance, quelle aurait été votre position? Vous savez, quand j'ai constitué mon équipe, j'ai essayé de choisir des colistières et des colistiers, non pas en fonction, pour le coup, de leur étiquette. L'immense majorité n'est pas adhérent à un parti politique, mais en fonction des compétences. Mais pas des compétences qu'elle et il pouvaient m'apporter pendant la campagne. C'est en fonction des compétences qui pourraient servir La Rochelle si les Rochelaises et les Rochelais nous faisaient confiance. Donc ça n'est pas pour se livrer dans la nuit de dimanche à lundi à des tambouilles, à des magouilles assez pathétiques. Et donc moi je tenais à ce que mon équipe du premier tour soit mon équipe du second tour, et je l'espère, l'équipe qui m'accompagnera à la tête de la mairie. Donc évidemment, il s'agissait pour moi de continuer avec la même équipe, avec le même projet, sans stratégie nocturne qui m'a permis de faire une bonne nuit et de dormir comme un bébé. Sur le dossier, je reviens sur Marcel Paul parce que ça a vraiment fait polémique pendant cette campagne. Quel est votre positionnement là-dessus? Des pollutions, enfin exemplaires, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est on parlait de la renommée de La Rochelle dans la France entière et même dans le monde. Ça a fait notre renommée, ce chantier, assez désastreux. J'espère qu'on va pouvoir enclencher une dynamique plus vertueuse en matière de dépollution. D'ailleurs, j'accuse pas la mairie de ce fiasco, hein. C'est en l'occurrence l'entreprise soi-disant ultra spécialisée qui a complètement raté cette dépollution. Ce qui a été raté aussi, c'est l'accompagnement, j'allais dire, démocratique de ce chantier, puisque les explications n'ont pas été les bonnes. Projets futurs. Et puis, vous savez, ça fait quand même beaucoup de mal à la parole des experts, des scientifiques. Moi, je crois en la science, hein. C'est le pays de Pasteur, de Pierre et Marie Curie. Quand vous avez un discours qui vous dit « il n'y a pas de problème, les seuils ne sont pas dépassés », mais que vous avez des symptômes. Pour moi, les seuils, ce sont les symptômes. Alors, peut-être ne sont-ils pas graves, peut-être, et je l'espère, ils n'auront pas de conséquences sur la santé des jeunes et des moins jeunes qui étaient autour de ce terrain, mais il faut tenir aussi un discours à la fois apaisé, mais transparent. On parle des maux de tête, des vomissements, des élèves qui étaient dans les groupes scolaires juste à côté. Et ces symptômes se sont avérés. Voilà. Pour le futur, je vous coupe un peu parce que voilà, l'émission avance. Bien sûr. Donc sur ce projet de démolition, une fois que tout est fait, tout est propre, qu'est-ce qu'on fait? Il faut dépolluer ce site, et je crois qu'on a, pour le coup, sur ce site de Marcel Paul, une formidable opportunité de démocratie participative, comme aime beaucoup à le dire votre référence Ségolène Royal. Qui est aussi la vôtre, puisque vous avez pas du tout. Vous vous souvenez de 2012, madame, comme référence? Vous avez siégé au conseil régional à ses côtés. Oui, contre elle.
puisque j'avais Ah été... bon Oui, parce que madame, vous vous souvenez très bien que le Parti socialiste m'avait choisi contre son avis. Ah oui, c'est vrai que vous Donc étiez un au projet Parti de socialiste, démocratie Oui, oui. participative. Effectivement, je vous confirme. reviens au projet. Donc démocratie participative, donc c'est les citoyens les Rochelais qui choisiront ce qu'il y aura dessus. Oui, je pense qu'il faut faire un moratoire et ensuite établir un projet vraiment en concertation avec les habitants et puis évidemment avec les acteurs qui aujourd'hui sont engagés dans le chantier. Ok. On ne peut pas Monsieur faire Guiraud abstraction de la Guiraud aussi, réalité. Martial En tant que Paul. maire sortant, je vais quand même m'exprimer Oui, tout à fait. sur ce chantier des pollutions qui a été un fiasco au départ. Dès le lendemain de mon installation, j'ai durci le ton et on a fait en sorte de protéger au maximum la population suite aux émanations d'hydrocarbures. Je ne veux pas revenir sur le duel de l'époque. Moi, c'est pas mon temps. Nous, on est une nouvelle génération qui est aux commandes, qui a travaillé et qui est dans l'action concrète. Donc, protéger la population, vous savez, je l'ai dit depuis le début, la santé, c'est ma priorité. Ce chantier a été un fiasco. J'ai convoqué l'entreprise Vinci et Speed Rehab et j'ai fait suspendre ce chantier. Il n'a pas repris depuis. J'ai mis autour de la table les services de l'État, les associations environnementales, les habitants, pour faire en sorte que on n'a pas été bon, mais collectivement, on n'a pas été bon sur ce chantier. Il ne faut pas que ça se reproduise. Moi, je déplore que dans certaines équipes, il y ait des personnalités qui aient appelé des influenceurs pour justement mettre la focale sur La Rochelle, pour parler en mal de La Rochelle. Ce chantier, ça a été un fiasco. On a durci le ton, il s'est arrêté. Maintenant, on va aller au bout du chantier de dépollution. Et je peux vous dire que le prochain protocole qui va être validé par la préfecture et l'ADREAL prochainement, il va faire ceinture et bretelles. Il va être en toute sécurité avec un dôme, une tente qui va venir recouvrir l'ensemble de la surface. Une fois que ce chantier de dépollution il est terminé, à un moment donné, on ne peut pas arrêter. Il faut arrêter de parler de logement d'un côté, puis au moment où on peut créer du logement, dire « Ah ben non, là maintenant on veut des arbres et des papillons roses ». Ça suffit. Il faut prendre nos responsabilités. Et contrairement aux autres, moi je ne crois pas du tout à cette démocratie participative à cet endroit-là. On fait de la démocratie participative sur des fonciers qui nous appartiennent. Ça appartient à la société Vinci, qui l'a acheté 8 millions d'euros, qui a déjà injecté 2 millions d'euros d'investissement. Alors si les autres équipes me disent « Monsieur le maire, on va trouver des fonds, le fonds friche, le fonds vert, le fonds ceci, le fonds cela », et j'en appelle aux députés qui a du réseau au niveau national pour nous aider. Si on trouve 10 millions d'euros pour faire un parc, pourquoi pas ? Mais en aucun cas, nous devons laisser cette friche qui sera dépolluée sans rien. Il faut justement plutôt accompagner en toute sécurité l'entreprise pour qu'elle construise des logements. Parce que les Rochelais attendent des logements. Dernière question politique avant qu'on aborde les questions. On y Je veux reviendra sur les juste thématiques. Juste rappeler une chose quand même. Parce Faudrait que vraiment 75% des appartements ont été vendus. Les 100 places de stationnement ont déjà été vendues. Alors, répondez vite, Marilyn Simonet. Très rapidement. Justement, ça a été vendu. Je peux vous dire, vraiment, je vois très bien comment ça va se passer. Ceux qui ont acheté, dans 6 mois, une fois que les logements seront construits, revendront. Et je vous le parie, je vous le garantis, dans 5 ans, il n'y aura plus personne qui voudra acheter et vivre sur ce lieu, parce qu'il y aura eu une histoire qui va se savoir au regard des différents. Elle est déjà connue. Certains ne le connaissent pas encore, notamment des investisseurs qui viennent s'installer à La Rochelle ou en tout cas acheter à La Rochelle. Je vous garantis que sur ce site, ça sera vide. On va avancer, et on y sera reviendra. Dans une nouvelle friche. C'est Et noté. encore une fois, qui autour de cette table irait, même le terrain dépollué, irait habiter dans un immeuble? Si le terrain est dépollué, il est dépollué. On va repasser Aucun d'entre vous très rapidement ira sur la politique habiter pure et dans on cette viendra ville. sur les thématiques après. On l'a évoqué tout à l'heure, le RN n'est pas au second tour. Ils étaient pas loin, ils ont fait pas loin de 9%. C'est un électorat qui compte aujourd'hui à La Rochelle. 9%, c'est pas rien. Avez-vous, la question s'adresse à vous tous, une stratégie ou en tout cas une approche pour les rallier à votre cause? En quelques secondes. En quelques secondes. Monsieur Batcab. Moi, L'électorat. j'ai pas de On parle bien. stratégie vis-à-vis du RN. J'ai une stratégie vis-à-vis de l'électorat en général. J'ai vu des électeurs voter dimanche. Je les ai sentis parfois un peu en mode automatique. On vote pour le maire sortant. C'est comme ça, c'est rassurant. On vote pour le député parce qu'on le connaît. On vote pour le Parti socialiste. Et finalement, ce que j'espère, c'est qu'on va s'intéresser au programme et qu'on va s'intéresser aux propositions et qu'on va s'intéresser à une vision d'avenir. Ce que je voudrais dire, c'est que finalement, ce que j'oppose, sans vouloir faire de peine à quiconque, j'oppose finalement l'ancien monde avec le nouveau monde. Cazeneuve, Royal, Jean-François Fontaine, pour moi, c'est l'ancien monde. Il faut qu'on rentre dans un monde nouveau, avec non plus
des étiquettes, des postures, des gens qui cautionnent, mais avec un programme qui séduit les Rochelais. Monsieur Falorni ? Je ne cible pas d'électeurs en particulier. Je crois qu'il faut s'adresser à tous les électeurs. Et vous savez, les électeurs du Rassemblement national aujourd'hui, c'était parfois les électeurs du Parti socialiste, du Parti communiste. Voilà, sont pas des électeurs ad vitam aeternam du Rassemblement national. Donc il faut les ramener, et je crois qu'il faut les ramener en leur parlant à la fois du quotidien pour une élection municipale, une élection locale comme celle-ci, et puis aussi il faut arrêter les tabous. C'est-à-dire que pendant des années, par exemple, la gauche a refusé de parler de sécurité. La sécurité, c'est la première des libertés. La liberté est partie prenante, fait partie des 3 valeurs essentielles de la République. Et on a sous-traité la question de la sécurité au Rassemblement national. Alors, le Rassemblement national s'est saisi de ce sujet avec des slogans démagogiques. Mais la sécurité, c'est un devoir vis-à-vis des populations, et notamment vis-à-vis des quartiers populaires. C'est noté. Je pense que ces électeurs ont en effet envoyé un signal fort pour dire qu'au quotidien, d'abord, ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de logement. Il y a aussi un certain nombre de crispations suite peut-être à des travaux qui ont eu un peu partout. La ville se transforme, donc j'entends le signal qui a été envoyé. 9%, c'est beaucoup trop, c'est toujours trop. Mais ces électeurs, on va continuer de leur parler. Pour le coup, je rejoins ce que vient de dire M. Falorni sur la sécurité. C'est une politique municipale qu'il faut assumer. Et peut-être que ces électeurs ont considéré que ces dernières années, on n'avait pas été assez loin en matière de sécurité. Mais la sécurité, c'est un continuum de prise en charge, de la police nationale jusqu'à la police municipale. Il faut que chacun soit dans son rôle. Donc à l'avenir, si on devait un peu plus leur parler sur ces questions de sécurité, nous, ce qu'on veut faire, c'est reconstituer les polices municipales de proximité. Et dès le lendemain de l'élection, je créerai 5 postes supplémentaires pour pouvoir reconstituer ces polices. Et que ces personnes-là qui ont voté pour le Rassemblement national, et je termine là-dessus, sentent que la police municipale, qui a ces prérogatives-là, soit très proche des habitants. Plus de présence sur terrain. Madame Simonet ? Sur les résultats du RN, oui, on se satisfait qu'il ne sera pas présent au conseil municipal. Je pense qu'on a tous une responsabilité, et nos grands décideurs nationaux également, mais également pendant cette campagne, on a bien vu quand même que dans certains programmes, on a été dans des surenchères. À force de faire des promesses qu'on ne peut pas tenir, je pense qu'on en arrive aussi à avoir ces gens qui sont fâchés avec la politique. Donc il va falloir, en tout cas, le programme que je porte avec mes partenaires, La Rochelle Unie, c'est un programme qui est réaliste, ambitieux, audacieux, mais réaliste. Nous ne faisons pas des promesses que nous ne pourrons pas tenir. À force de faire des promesses. Merci. Et quant à la sécurité, je suis plutôt bien placée. Je sais pertinemment ce qui fonctionne. On est, je l'ai souvent dit, sur plusieurs piliers, l'éducation, la prévention, la répression et la sanction. Et ça ne marche que comme ça. Je vous remercie. On va parler de mobilité et notamment l'accessibilité du centre-ville. Ça a été vraiment au cœur de cette campagne, la piétonisation du Vieux-Port, les pistes cyclables, la circulation des voitures. Alors pour certains, le centre-ville de La Rochelle est devenu une forteresse imprenable. Alors est-ce qu'il faut poursuivre dans les choix qui ont été faits sur ces 10 dernières années ou est-ce qu'il faut carrément virer de bord ? On va en discuter sur ce plateau. Et avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter des Rochelais à qui on a posé cette question justement sur l'accessibilité du centre-ville et voir quels sont leurs problèmes et leurs propositions. Dans le centre-ville, par exemple, ou au cœur de La Rochelle, les espaces soient bien individualisés et puis surtout, même s'ils le sont, qu'il y ait comme une charte citoyenne, comment on se comporte les uns envers les autres, les piétons, les voitures, il y en a, les vélos, les trottinettes, enfin donc comment pacifier cet espace de transport. Alors de rendre un petit peu plus facile l'accès au centre-ville, il y a plusieurs choses qui, en habitant Saint-Saëns, qui est pas très loin, qui sont un petit peu gênants.
bien. Par exemple, il n'y a pas de station Yellow à Saint-Saëns. Ensuite, le dimanche, il n'y a aucun bus qui vient jusqu'à Saint-Saëns non plus. Donc si on veut venir se balader sur le port, manger une glace ou quelque chose comme ça, c'est un petit peu compliqué. De manière personnelle, le matin, j'amène mon fils à l'école et ensuite je viens travailler. Et c'est pareil, les horaires de bus sont pas compatibles. Il y a un bus qui marche avant, mais ça veut dire qu'il faut que je laisse mon enfant à l'école trop tôt. Un bus qui marche après, mais j'arrive en retard. Donc c'est compliqué pour moi de trouver une autre solution que venir au centre-ville en voiture. Il y a le projet du RER qui est proposé, et ça c'est vrai que ce serait quand même une bonne alternative pour éviter de prendre la voiture. En plus, ça dessert quand même pas mal d'arrêts. On l'a vu avec ces témoignages, la mobilité est cruciale dans cette campagne. D'ailleurs, vous l'avez tous mis à votre programme. On a le sentiment, les Rochelais nous l'ont confié, et nous, à la rédaction, on a le sentiment que vous avez des propositions tous les quatre très jumelles. Il y a vraiment, on a du mal à distinguer quelques différences que vous allez nous expliquer. Monsieur Thibaut Guiraud, qu'est-ce qui vous différencie des autres sur la question de la mobilité ? Le parking à Verdun ? Oui, probablement. Le parking à Verdun de 550 places en souterrain, qui est un parking ambitieux pour pouvoir permettre aux voitures de se rapprocher du centre-ville. Mais l'enjeu du prochain mandat, quelles que soient les équipes qui nous succéderont, c'est la cohabitation entre les différents usages. 1, sécuriser les piétons. 2, continuer à faire des aménagements cyclables. Mais pour ça, on a besoin de capter des recettes, et notamment des recettes de parking. Moi, j'étais particulièrement choqué par 2 événements dramatiques sur le mandat, et notamment sur les accidents liés à des vélos. Donc on doit améliorer la sécurisation des aménagements cyclables. Ensuite, sur les transports publics, j'entends parler de gratuité, mais ces gratuités, elles ont un impact très important sur les recettes et sur le budget de transport, dont je rappelle qu'il est porté par l'agglomération. Toutes ces personnes-là échangent pour dire c'est la ville, c'est la mairie. Non, c'est l'agglomération qui décide. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de développer l'offre de bus en fréquence, qu'il y ait une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, qu'il y ait des bus sur des horaires particuliers, et notamment la nuit. Et surtout, on doit continuer sur le centre-ville. On a mis en place cette navette cœur de ville, qui est gratuite. Aujourd'hui, elle fait une boucle. Il faut aller un peu plus loin. Il faut qu'elle aille jusqu'à la gare, jusqu'à l'hôpital. Mais je crois que c'est une fois qu'on aura répondu à ces différents usages en mieux les sécurisant et en mieux cohabitant qu'on arrivera à solutionner de manière définitive cette question de la mobilité. Est-ce que vous êtes en train de dire que la gratuité, que prônent certains, notamment le samedi, c'est démago et que la gratuité n'existe pas On pourrait poser la question à M. Batka. Je l'ai chiffré, et puis je trouve que c'est là où c'est intéressant, on va rentrer dans le débat. La gratuité, le samedi pour les bus, c'est 850 000 € de perte de recettes. 850 000 €. On a déjà fait la gratuité pour les moins de 11 ans. La tarification sociale, c'est-à-dire qu'on paye en fonction de son revenu. La tarification étudiante. Je pense qu'aller au-delà, on va dégrader le service. Donc il vaut mieux garder le dimensionnement tel qu'il est pour pouvoir continuer d'investir. On a besoin aussi de changer la flotte de bus pour mieux décarboner nos transports. Et puis, on va passer à quand même sur la première demi-heure gratuite. La première demi-heure gratuite qui pourrait être une bonne idée. Elle a un coût de 2 millions d'euros. La perte de recettes, c'est 2 millions d'euros. Et aujourd'hui, dans le budget, si on veut pouvoir investir dans les aménagements cyclables, on doit justement utiliser les recettes de stationnement. Donc soit on arrête les aménagements cyclables, soit on augmente les impôts, soit on dégrade l'épargne du budget. Et vous savez, j'ai été adjoint en finance pendant des années, je connais très très bien les mécaniques. Il peut y avoir des bonnes idées pour amener des gens en centre-ville, mais cette demi-heure gratuite me semble ne pas être une bonne solution. Vous parlez de bonnes idées. Monsieur Batka, en tout cas, lancé une idée, je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, elle a fait débat sur le RER urbain. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous faites rêver les Rochelais de manière un peu utopique, on va dire, sur ce projet qui n'est pas la compétence de la mairie, c'est la compétence de l'agglo déjà et expliquez-nous... de la région. De la région. Je voulais juste ajouter quelque chose sur ce que vient de dire Thibaut Guiraud. Je pense qu'on assiste quand même à une bordélisation de la mobilité. Tous les Rochelais sont fâchés entre leur mobilité. On a fait des pistes cyclables sur les trottoirs. Il aurait mieux fallu les faire sur la voirie. Et aujourd'hui, on se retrouve finalement, quand on est sur le Vieux-Port, c'est flagrant, avec des vélos qui sont un peu en guerre avec les piétons, des piétons qui ne savent plus où aller. Les parkings, pour compléter ce que disait M. Guiraud, ou plutôt pour l'inverser, on a tellement mis des parkings à des tarifs élevés qu'aujourd'hui ils sont vides. Non, c'est faux. Je suis désolé. Alors moi, je vais dans la journée. Je vais dans la journée. Donc on fait ce qu'on veut en matière de tarifs. Je vais dans la journée. Par rapport à toutes les villes de taille comparable,
on est la ville la moins chère par rapport au coût des parkings. Alors, je vais dans la journée sur le Mail, il n'y a pas une voiture. Je vais dans la journée au musée maritime, il n'y a pas une voiture. Un parking sans voiture, c'est pas un parking. Et c'est pas de l'écologie, c'est de l'absurde. En plus de ça, un parking sans voiture, ça fait pas de rentrée d'argent. Donc, on peut mettre le tarif qu'on veut. On peut même mettre 100 € de l'heure, que s'il n'y a pas de voiture, 100 fois 0, ça fera toujours 0. Donc, ce n'est pas du bon sens. Je pense que si on veut faire revenir les gens dans le centre-ville, il faut pas une demi-heure. Il faut pas une demi-heure. Il faut pas une demi-heure. Il faut au moins une heure. À moins d'une heure, on ne fait rien et il ne se passera rien. Donc ça ne fonctionne pas. Et vous avez raison. Excusez-moi, je dois intervenir s'il vous plaît. 42% des recettes de stationnement sont faites par des billets qui ont moins de 30 minutes. Donc ça veut dire aujourd'hui qu'avec votre solution, vous allez couper les recettes de la ville. Mais c'est bien tout le problème. C'est bien tout le problème. C'est que vous avez un calcul toujours très comptable, mais pas gestionnaire et pas visionnaire. La comptabilité, vous dites voilà, si on enlève ça, on perd ça. Sauf que vous voyez pas qu'il n'y a pas de voiture autour. Donc ça marche pas. Si vous voulez être ça veut dire que si les gens restaient plus longtemps, eh bien ils consommeraient aussi davantage. Et ça ferait aussi plus de recettes pour la ville. Mais ils resteraient plus longtemps, ils viendraient plus souvent. Aujourd'hui, Monsieur Batcap, Monsieur Falorni. J'ai pas répondu. Gratuité ou pas? On y reviendra. C'était ma question. Excusez-moi, mais on y reviendra puisque là, il y a quand même un point important pour les Rochelais. Gratuité ou pas des parkings, une demi-heure, une heure. Vous disiez aussi les bus. Il y a une navette interne à la ville, mais pas de gratuité en dehors. On y reviendra. Allez-y. 2 propositions simples. La gratuité des bus le samedi. D'ailleurs, la municipalité actuelle avait tenté l'expérimentation de la gratuité un samedi par mois pour faire revenir les gens dans le bus. J'imagine que c'était ça la logique. Eh bien, ma logique, c'est de réinciter les gens à prendre le bus. Gratuité le samedi pour pouvoir aller en centre-ville, pour pouvoir se déplacer à l'échelle de la commune de La Rochelle, puisque c'est une mesure pour La Rochelle. Peut-être l'agglomération décidera la gratuité le samedi pour toute l'agglo, mais en tout cas, moi, je suis candidat à la mairie de La Rochelle pour l'instant. Et donc, je proposerai cette mesure expérimentale. Si dans un an, il n'y a pas plus de gens dans les bus avec la gratuité qu'il n'y en avait avant, on arrêtera, parce qu'effectivement, ça a un coût. Alors, comment circulent les Rochelais? Parce que si je vous écoute, il n'y a personne dans le bus et il n'y a pas de parking, il n'y a pas de voiture dans les parkings. Comment circulent les Rochelais? Dites-moi. Je n'ai pas dit je n'ai pas dit qu'il n'y avait personne dans les bus. Je trouve qu'il n'y a pas assez de monde dans les bus par rapport au coût que cela représente. Voilà. Donc, expérimentation de la gratuité des bus le samedi. Marilyn Simonet, vous n'êtes pas exprimée sur la question. Alors, nous avons 2 propositions qui ont été dites dès le début de la campagne, à la fois sur la gratuité des bus pour les moins de 25 ans. C'est 15 000 jeunes. 15 000 jeunes qui prennent le bus aujourd'hui. Il y a un campus universitaire. Et vous savez aussi qu'il y a forcément, et peut-être qu'on en parlera, une question de pouvoir d'achat pour bon nombre des Rochelais. Nous sommes aussi sur cette ligne de mettre les bus gratuits tous les week-ends, même si on a conscience que le dimanche, nous devons accélérer et faire une fréquence plus importante parce qu'il y a peu de bus actuellement. Le samedi, moi, je le prends le bus. J'habite le quartier de Saint-Maurice, je vais en centre-ville et je peux vous dire qu'effectivement, le premier samedi du mois où le bus est gratuit, il est bondé. Donc, c'était une demande des commerçants, de l'association City Club. La mairie avait répondu présent sur cette expérimentation et elle fonctionne. Le samedi, les gens aiment venir en centre-ville et je crois que c'est effectivement une bonne mesure que de pouvoir offrir cette gratuité aux Rochelais tous les samedis. Merci. RER urbain. Oui, moi je voudrais revenir au bon sens. Le bon sens, c'est des parkings vides, ça marche pas. Le bus, le samedi. RER urbain, on a dit. Alors, le bus, le samedi, gratuit, le premier samedi du mois, pour moi, c'est trop compliqué. C'est tous les samedis, et puis on fait plus simple. Et le RER urbain, c'est quelque chose. Alors, on a fermé la ville, on a fermé le centre-ville, on l'a interdit aux voitures. Maintenant, M. Guiraud veut refaire du parking. Très bien, mais le RER urbain, c'est une solution nouvelle de mobilité complémentaire. C'est pour ceux qui ne prennent pas le bus, pour ceux qui veulent éviter de prendre leur voiture, c'est finalement une solution assez simple. Les rails existent, ils sont dans la ville, ils irriguent finalement du port de la Palisse jusqu'à Surgères, Maran et Rochefort, et c'est 11 stations dans la ville. Donc on peut désenclaver les quartiers, on peut redonner un accès au centre-ville, on peut desservir la Sirène, on peut desservir le stade Marcel de Flandre, tout le monde comprendra l'intérêt des soirs de match, on peut desservir l'Arena s'il est au Parc des Expos, on peut desservir le futur hôpital s'il est à Varèse. C'est une solution simple, il faut mettre une navette électrique, construire des stations, ça n'est pas un doux rêve, la structure existe, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas d'expropriation à faire, il n'y a pas de rails à monter, il faut créer des stations et créer de la signalisation. Vous y croyez à ce projet ?
Écoutez, moi, j'ai été ravie que Christophe Batcab reprenne cette idée. Reprenne, vous êtes gentil. Reprenne cette idée, c'est l'idée portée par une association qui s'appelle Altro, dont le président est Michel Cagnot, qui porte le projet depuis des années. Je peux peut-être vous rappeler que la communauté d'agglomération, avec Maxime Bonneau et la région, ont porté ce projet, puisque ce fameux tram-train s'est arrêté à la Porte Dauphine. Alors, je ne suis pas sûre que tous les téléspectateurs savent. Je sais, Jean-François Fontaine m'a dit la même chose, il m'a dit que c'est dans le livre blanc. S'il vous plaît, nous avons ouvert la liaison cadencée Rochefort, Angoulins, Châtelaillon, Étré, la gare SNCF, avec cette volonté d'aller jusqu'à la Palisse. J'ai été la première surprise que Jean-François Fontaine ne s'empare pas de ce sujet. J'ai été surprise que pendant 2 mandats, ce projet-là n'avance pas. Je ne suis peut-être pas aussi ambitieuse que vous, Maran, Surgère, ça prendra 25 ans. Ça prendra 25 ans. Par contre, de la gare SNCF de La Rochelle jusqu'à la Palisse, c'est possible pendant le mandat, en concertation bien évidemment. On ne peut pas passer sans la région Nouvelle-Aquitaine. Mais je mettrai toutes mes relations avec la région Nouvelle-Aquitaine. Ça prendra 25 ans ou ça prendra 100 ans, comme si c'est géré comme ça l'est aujourd'hui. Si on en fait une priorité, un acte politique fort... J'en ferai une priorité. C'est nouveau. Thibaut Guiraud, sur ce point, le RER, ça pourrait priorité être une bonne idée, ou pas? Mais jusqu'à Port-Neuf, pourquoi pas? Ensuite, vous rentrez dans la zone portuaire, donc à moins que vous ayez un douanier à l'entrée qui demande la carte d'identité à chaque passager pour aller à la Palisse, et dans ce cas-là, c'est possible, mais pour discuter assez régulièrement avec la directrice du port et puis toutes les affaires maritimes, je peux vous dire que cette bonne idée, malheureusement, réglementairement, n'est pas possible. Il s'agit effectivement de préciser que le port maritime est un lieu sanctuarisé dans lequel on ne peut pas circuler facilement. Vous devez avoir votre carte d'identité. Mais personne n'a dit qu'il y aurait une station dans le port autonome. Monsieur Falorni, RER urbain ? Vous passez sur du foncier. Oui, je suis d'accord avec Monsieur Guiraud. Jusqu'à Port-Neuf, pourquoi pas? C'est même souhaitable et je pense que ça permettrait de régler un certain nombre de problématiques les soirs de match à De Flandre. Après, effectivement, on est dans l'emprise du grand port maritime, donc faut pas non plus raconter n'importe quoi et imaginer que l'on peut imposer qu'une municipalité... Vous savez, moi j'ai été le premier à regretter à un moment la fermeture du port de la Palisse, c'était notre enfance, on y allait comme on voulait, puis à un moment, les lois européennes s'imposent, les lois de sécurité s'imposent, donc déjà ayons l'ambition effectivement d'aller jusqu'à Port-Neuf, pourquoi pas, ça sera coûteux, Chiche. mais pourquoi pas, chiche, vous verrez, on y arrivera Madame Simonet. Alors, sachant qu'il y avait un projet de contournement nord-ferré, voilà, c'était... Puisqu'on parle du Grand Port Maritime, il y avait un projet de contournement pour les trains du Grand Port Maritime qui ne passent plus dans la ville de La Rochelle, parce qu'on sait bien que c'est souvent des matières dangereuses, et que ce contournement n'a jamais non plus abouti, et on peut le regretter. 10 secondes. 10 secondes, on a identifié un site sur l'ancienne entreprise Phosphogano à la Palisse, de 850 à 900 places, qui permettra à la fois de désengorger tous ceux qui sont autour de la sirène, et puis surtout de pouvoir justement avec une navette amener un maximum de supporters au niveau du stade Rochelet sur l'enseigne Marcel de Flandre. Donc ça, c'est un sujet qui est techniquement réalisable dès le lendemain de l'élection. Alors, vous avez parlé de la ville portuaire. Effectivement, La Rochelle est très attractive. Également, le tourisme est un poids lourd de l'économie. Sur ce plateau, j'imagine que vous êtes tous d'accord pour dire qu'il faut à la fois réguler le tourisme et aussi pouvoir accéder, laisser le logement attractif pour les Rochelais qui vivent, donc la population locale, parce que ça a un poids. Il y a eu une pression immobilière, une flambée des prix sur La Rochelle. Moi, ce que j'aimerais aussi savoir vraiment, là, c'est vos propositions concrètes sur la légifération, on va dire. J'ai du mal à parler. Législation, plutôt. Sur cette pression immobilière, quels sont vos positionnements précis sur ce point? Qui démarre? On avait un petit jingle, mais c'est pas grave. On a aussi des Rochelais. On a des Rochelais. On va peut-être, parce qu'eux aussi, ils ont des idées de propositions sur la régularisation de tout ça. Alors, est-ce qu'on l'a ou pas, ce micro-trottoir? Est-ce qu'on peut l'entendre? On pourrait peut-être réguler pendant les 2 mois d'été, complètement, et laisser la totalité du reste non régulé.
les gens qui ont de l'argent investissent dans des logements neufs qui mettent en Airbnb puisque c'est le meilleur rapport actuellement. Et peut-être verrouiller dans ces nouveaux logements l'accès au Airbnb et compagnie, là je conserverai vraiment. Légiférer, réglementer en fonction des revenus, vérifier l'investissement, l'achat de logement, pourquoi pas vérifier si c'est pour habiter, donner la priorité à l'habitation des logements qui vont se faire. Les Rochers viennent de le dire, on le sait, il y a un vrai problème à La Rochelle, comme dans beaucoup de villes touristiques, lié aux plateformes de location. Vous, Monsieur Badcab, il y a des choses qui ont été mises en place pour contrer ce problème-là. Vous avez presque tendance à vouloir assouplir ces nouvelles règles qui ont été instaurées. Alors assouplir, oui et non. D'abord, il y a la liberté de disposer de son bien et en même temps la nécessité aussi de trouver des logements pour des gens qui travaillent, pour des étudiants. Et donc aujourd'hui, on voit qu'on a un nombre de Airbnb qui est surimportant. On parle de 6 000. Alors pourquoi assouplir ? Alors, c'est assouplir dans le sens où un propriétaire qui dispose d'un bien doit pouvoir en faire ce qu'il entend vouloir en faire. S'il en a 3 ou 4 ou 5, c'est plus un particulier qui loue un bien, ça devient un hôtelier. Et là, on est dans de la concurrence anormale. Et donc, il faut réguler le volume d'Airbnb par habitant. Quelqu'un qui loue son logement pendant la période estivale, pendant ses vacances, ça n'a rien de choquant. En plus de ça, c'est une entrée d'argent importante pour la ville. Hein. C'est 1 ou 1,5 million d'euros à peu près. C'est l'agglomération, la taxe de séjour. Donc c'est une source de revenus importante. Et ce sont des touristes parce que aussi on n'a pas une capacité hôtelière qui est suffisante. Donc il faudrait déjà aussi pouvoir créer des hôtels. Mais réguler le Airbnb, c'est essentiel. Mais pas aux dépens de tout le monde. Ça veut dire qu'une personne qui a un bien peut le faire, une qui en a à partir de combien ? 2, 3, 4, au deuxième compensation. Et puis surtout, l'interdiction, puisqu'on en est là aujourd'hui, l'interdiction du Airbnb au vu de la méthode de compensation qui n'est pas atteignable, eh bien, elle concerne le centre-ville, le Gabu et les minimes. Est-ce qu'on a éradiqué le problème du Airbnb ? Pas du tout. On va juste le déplacer. Les Airbnb vont pousser à Fétilly, à Lafond, à la Jeunette. Donc, finalement, on déplace le problème. Et en déplaçant le problème, on ne l'a pas résolu. Moi, je pense qu'il faut le traiter sur l'ensemble du territoire de la ville. On va lier 2 problèmes, les plateformes et le logement. Pendant le mandat de Jean-François Fontaine et celui de Thibaut Guiraud, vous avez combattu avec vigueur ce qu'on appelle la verticalisation, c'est-à-dire des constructions que vous décriviez anarchiques dans le centre-ville. Il faut néanmoins construire à La Rochelle pour loger les Rochelais. On parlait d'attractivité, il y a de plus en plus de Rochelais qui s'installent. Écoutez, vous avez résumé en 2 questions finalement ce qu'est ma ligne. L'attractivité, pour moi, ça n'est pas un objectif, c'est une conséquence. Une conséquence positive, mais une conséquence. Moi, mon objectif, c'est pas l'attractivité. Mon objectif, c'est la qualité de vie à La Rochelle. Et si nous assurons une qualité de vie aux Rochelaises et aux Rochelais, et une qualité de vie à ceux qui viennent passer un moment à La Rochelle, ils auront peut-être et sans doute envie de s'y installer. Mais l'attractivité, j'allais dire en sautant comme un cabri, pour paraphraser une grande personnalité, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est la qualité de vie dans cette ville. Aujourd'hui, La Rochelle est déjà attractive. Donc, comment vous faites ? Vous parlez de conséquences, mais il y a des conséquences à cette attractivité. La montée des loyers, l'impossibilité d'acheter pour les Rochelais qui sont jeunes. Comment vous faites ? Il faut bien construire et proposer peut-être des prix... plus restreint. Est-ce que vous êtes pour un encadrement des loyers ? Est-ce que Alors l'encadrement. Ces questions-là. Vous savez, on parlait des fausses bonnes idées. Pour le coup, l'encadrement des loyers, à mon sens, c'est une fausse bonne idée. C'est une usine à gaz complètement incontrôlable et incontrôlée. Certains exemples sont assez parlants. Donc fausse bonne idée. Construction de logements sociaux ? En revanche, moi je crois à une politique d'équilibre. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons besoin de meublés de tourisme à La Rochelle. Nous en avons besoin, parce qu'il faut accueillir effectivement les touristes qui viennent dans notre ville. Avec un chiffre limite ? Simplement, peut-être un numerus clausus, effectivement. Mais attention à des réglementations qui ont des effets contre-productifs. Quand vous demandez une compensation dès le premier logement à certains petits propriétaires, vous allez aboutir au résultat inverse, c'est-à-dire que cette location, elle ne sera plus sur le marché.
Et donc on perdra des logements. Contrairement à l'idée qui voudrait que parce qu'on demande une compensation, on va avoir un logement à l'année supplémentaire, ça s'avérera l'inverse. Donc attention à des mesures comme ça un peu totem. Je crois qu'il faut faire de la dentelle sur la politique du logement. Il faut développer un certain nombre de propositions intéressantes comme les baux réels solidaires où on est propriétaire des murs mais pas du foncier. Il faut avoir une maîtrise publique aussi du foncier, pas forcément toujours déléguer à un aménageur, mais maîtriser soi-même avec un office foncier. Il faut avoir la main sur la politique du logement pour pouvoir faire en sorte que les primo-accédants viennent à La Rochelle, que les familles puissent se loger à La Rochelle. Et effectivement, ça suppose des politiques publiques et pas simplement le laisser-faire du marché. Monsieur Guiraud, sur cette question. La crise du logement, elle est multifactorielle. Il faut pouvoir activer l'ensemble des leviers. Premier levier, continuer de produire des logements sociaux. 70% des Rochelais sont éligibles au logement social. Je m'étonne qu'à la dernière délibération que nous avons présentée en conseil municipal, les deux groupes ici représentés par Marine Simonet et Olivier Falorni ont voté contre la production de 220 logements sociaux. Donc à un moment donné, c'est paradoxal. Oui, il faut du logement, mais quand il s'agit de voter, de prendre ses responsabilités, vous parliez il n'y a plus personne. Du projet des Salines. Le quartier des Salines, je vais revenir. Vous trouvez que 2 mois avant une élection, c'est judicieux? On y a travaillé pendant 2 ans en et toute surtout transparence. de priver les Rochelais d'un lieu qui est le bien commun, qui est le parc des Expos, qui est un lieu de vie, et on va en faire une cité dortoir. C'est terminé. Donc, si vous me permettez, j'aimerais développer mon propos sur le logement. Donc, premièrement, continuer de produire du logement social. On a 30% de logements sociaux, c'est bien, il faut poursuivre l'effort. Deuxièmement, concernant les meublés de tourisme, la mesure que nous avons mis en place, on est en train de l'évaluer, elle semble porter ses fruits, et de notre point de vue, c'est pas la peine de l'étendre, le dimensionnement est bon, mais cette régulation, elle était nécessaire. Et puis je rappelle que la taxe de séjour, elle est collectée par l'agglomération et pas par la ville de La Rochelle. Troisièmement, nous, notre grand projet, c'est de dire qu'on a 850 logements à La Rochelle qui sont vacants, parce que ce sont des passoires énergétiques, avec des diagnostics énergétiques qui sont dégradés, et les propriétaires n'ont pas le droit de mettre sur le marché locatif, c'est bien. Et donc notre projet, c'est de parler aux propriétaires de 2 manières, leur dire, donnez-nous, enfin en tout cas, confiez-nous votre appartement, on va vous aider à le rénover, et en contrepartie, vous le mettez sur le marché locatif à l'année contre des loyers plafonnés. Deuxièmement, c'est aussi de parler aux propriétaires en leur disant, vous avez peur de mettre sur le marché locatif, vous avez peur de louer votre appartement, parce que vous avez peur que les locataires ne payent pas les loyers. Et donc nous, on veut mettre en place le dispositif qui permette aux propriétaires de garantir les loyers impayés. Madame Simonet. Logement, nous en avons fait une de nos grandes causes dans le programme, parce que tous les jours, depuis le début de la campagne, mais j'ai envie de vous dire, ces dernières années, les Rochelais ne parlent que de ça. Donc nous avons vraiment besoin de prendre le taureau par les cornes, et pour régler, peut-être pas tout, et je le dis aussi souvent, il n'y aura pas une solution, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez résumer on a parlé de mobilité. 2 propositions. On a parlé de mobilité. La Rochelle a été précurseur en mobilité. Elle ne peut pas être absente et être ingénieuse, inventive, créative, expérimentale sur le logement. Alors donnez-nous des exemples de cette inventivité. Ce n'est pas des propositions. Vous avez voté contre l'encadrement des loyers. Essayons. Je suis favorable. Nous sommes favorables avec la liste La Rochelle Unie pour encadrer les Rochelais, les loyers. Pour vous, c'est pas une usine à gaz, pour paraphraser surtout les Rochelais avec cette Et de la même manière, sur le Airbnb, nous avons une nécessité de réguler strictement. Plus encore au regard de la loi. Plus encore Le Meur et Chanise, peut-être plus encore. Parce que tant qu'il y aura beaucoup de Airbnb sur le centre-ville de La Rochelle, moins vous aurez d'habitat permanent. Plus vous mettez en péril les commerçants du centre-ville. Et je suis d'accord, peut-être qu'il faut l'étendre à la totalité de la ville, parce qu'il va y avoir ce glissement vers d'autres quartiers, et vous mettez
en péril les commerçants aussi de proximité dans certains quartiers. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment vos points de divergence, là, au moins sur cette question. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, il faut construire, mais pas partout et pas n'importe comment. Et sur ce site des Salines, c'est un site historique d'événements. On va ça fait la liaison parfaite, c'est la thématique d'après. C'était vraiment un sujet que je voulais aborder. Juste vous dire que construire... Sur les projets d'aménagement et structure. Oui, mais construire du beau surtout. Et donc, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse peut-être voir s'il y a les promoteurs, les constructeurs nous disent que le PLUI est trop contraignant et qu'il fait monter le prix du mètre carré. Il faut que ce prix du mètre carré soit un peu plus contenu. Le PLUI sera révisé sur le prochain mandat. Tout le monde est au courant de cela. Eh bien, on le révisera sur le prochain mandat. En hauteur, mais aussi sur une charte architecturale, parce que sur le prochain mandat, il faudra aussi corriger des réalisations comme le boulevard Sautel. C'est moche. Et donc, vivre dans une ville où l'entrée de ville est négligée, il faut qu'on vive dans des logements où on a envie de circuler, où on a envie de faire du commerce, où on a envie de croiser des gens, et pas dans des logements qui finalement vont mal vieillir, parce que c'est un mauvais investissement. Si c'est pas beau, on n'a pas envie d'y vivre. Quelle est la difficulté sur Sautel? Parce que c'est une entrée de ville qui fait débat depuis des années. En parler maintenant, il faut réouvrir un débat qui va durer une heure. Donc, on va passer On peut le dire en 2 mots, c'est un ratage d'urbanisme. Très ancien. Très ancien. Je crois mais qu'il peut un y avoir ratage 30 ans plus tard. Très bien. Donc, pour les projets d'aménagement et structurants, on espère qu'il y aura consensus favorable cette fois-ci. Vous êtes tous d'accord sur le fait qu'il y a besoin d'une salle XXL? Ah non, je ne suis pas sûr. Je crois que Madame très bien. Voilà. C'est son choix. Donc, sur un projet, en tout cas, structurant pour la culture pas et le forcément sport. cette version. Vous allez vous expliquer. On va s'expliquer. Non, vous allez Alors, vous expliquer. Justement, la prochaine question est pour vous. Voilà, allez-y. Il n'y a pas d'image là? Non, il n'y a pas d'image. Donc vous y êtes moyennement favorable à cette salle de basket. Une salle Vous êtes moyennement XXL favorable. pour la culture et le sport, pour accueillir le stade Rochelet Basket. On précise quand même que le club de basket aujourd'hui est dans une salle qui est trop exiguë. Oui. Et donc il y a plusieurs projets qui pourraient consister donc, à moderniser cette salle pour le haut niveau et à aussi éventuellement accueillir des spectacles vivants. Quelle est votre position sur Je pense que tous les Rochelais connaissent mon goût pour le sport à La Rochelle, pour le rugby bien sûr, mais aussi pour le basket. Bien avant que La Rochelle soit à ce niveau-là, j'étais déjà présente, où j'accompagnais de par cette envie de partager ces bons moments. C'est ce qui vous réunit tous. À Gaston Nevers, ça nous réunit. Confirme. Et en tout cas, moi, ça fait plus de 30 ans que je fréquente Gaston Nevers. Je pense qu'il faut vraiment faire la même méthode qui a été faite avec le Stade Rochelet Rugby. Accompagner le club. Accompagner le club. Je pense... C'est la même entité. Hein. Non, parce que quand j'entends là aussi en surenchère, à chacun veut, je ne sais pas, la plus grosse salle de basket, Arena, Omnium. Excusez-moi, Je pense qu'on a raté le coche à La Rochelle depuis 12 ans. Ça ne sera pas, et ça ne pourra pas être, une salle mixte. Pourquoi? Il y a des offres pour le basket autour de La Rochelle. Il y a des offres partout autour de La Rochelle. Et donc on a raté le coche. On a raté le coche. Une ville de 80 000 habitants. On a raté le coche. On laisse aux autres. Vous allez mettre en péril tous les équipements. Vous allez mettre en péril tous les équipements qui existent. L'espace en camp, la sirène. Il faut, par contre... Oui, une nouvelle salle pour le basket. Aujourd'hui, on a une salle, je rappelle, une jauge qui est de moins de 2000 personnes. Mais oui, pour une salle de basket, voilà. Oui. Du coup, qu'est-ce que vous proposez? Une salle de basket, exclusivement pour le basket. Pas forcément à Pulborough, parce que là aussi, on va quitter une nouvelle fois La Rochelle. Il y a des festivals qui sont fragiles à La Rochelle. Il y a des équipements qui sont fragiles. Et on va l'envoyer. J'ai rien contre nos amis de Pulborough, mais sur le parking du Super U, et où ça ne va servir que de la restauration rapide, alors que quand on a une salle de spectacle à La Rochelle, et j'ai des idées. J'ai des idées sur une nouvelle location. Vous avez des idées d'emplacement pour cette salle? À quel endroit? J'ai des idées de... Vous pouvez nous en dire dites-le. Dites-le. C'est là pour ça. C'est dimanche, Oui, c'est monnaie. C'est dimanche. Vous savez, on n'a pas évoqué le pont de Tadon. Non, sinon on va jamais s'en sortir. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un grand projet d'urbanisme extrêmement nécessaire. Ça loge pas. Pont de Tadon, sur l'espace Encan, qui est tout proche, le parking de l'espace Encan, l'ancien bâtiment de la Cernam, les terrains de la Cernam. Ici, on a un projet d'urbanisme à faire qui semble
très intéressant. C'est pas nouveau ça non plus. Hein. Donc on refait C'est le pas- Pantadon et on installe une salle de basket à proximité. Monsieur. C'est ça votre projet? C'est ça. Monsieur Guiraud, En salle lien avec le club, multimodale, vous en y lien croyez? avec le club, en lien avec le club, bien sûr. Monsieur Donc, Guiraud. on créera bien entendu une salle de basket compatible avec des événements de type le spectacle. Sur La Rochelle, aujourd'hui, ça va être très compliqué. On a déjà fait toutes les études techniques qui nous démontrent qu'on va le faire sur d'autres communes de l'agglomération. Ce sera Sur un l'espace équipement- Encan, pour vous, Non, c'est non, pas une bonne idée? Non, ça ne loge pas. Ce sera un équipement d'intérêt communautaire. On est entre 25 et 30 millions d'euros. Il faut au bas mot, pour que le Stade Rochelais puisse apporter une redevance de loyer et rembourser l'emprunt, il faut au bas mot que l'agglo amène 10 millions d'euros. La ville de La Rochelle ne sera pas capable de le faire. Donc il faut un équipement d'intérêt communautaire. Il y a Pulboro qui est capable d'accueillir cela, ou Angoulins. Compatible avec une salle de basket, d'une salle de spectacle, environ 12 à 13 spectacles par an. Et nous, on est parti sur une jauge de 4500 places. C'est le Stade Rochelais Basket qui le demande. Je vous rappelle que nous avons le capitaine du Stade Rochelais Basket, Gaëtan Clerc, qui est dans notre liste. Donc on veut lui confier aussi ce grand projet. Et de l'autre côté, je rappelle aussi que nous avons le directeur général des Francopholies, Frédéric Charpaille, qui connaît parfaitement le monde du spectacle et qui sait très bien qu'au-delà de 4500 places, nous n'arriverons pas à accueillir les festivaliers, les spectateurs. C'est pas possible. Et ce n'est pas compatible avec les Monsieur Francopholies. Badcab, Monsieur Badcab, vous avez même été plus loin. votre projet est presque prêt. On a vu une Vous avez photo fait une sur image les de réseaux synthèse, sociaux. tout est prêt, quoi. Je l'ai vu passer. C'est l'Alliance Arena. Oui, C'est ChatGPT surtout. oui, c'est de l'intelligence artificielle. Je ne pouvais pas les construire et j'avais pas de maquette d'architecte. C'est toujours l'inconvénient quand on sort son programme en premier. Hein, et nous, on est annoncé depuis début octobre, donc ça fait longtemps qu'on fait campagne et ça fait longtemps qu'on a parlé du RER, de l'Arena. Et je suis content aussi d'être suivi par ailleurs. Moi, j'ai pas le capitaine de basket dans mon équipe. J'ai Alexandre Marle qui est spécialiste des arénas, qui les accompagne et qui en a accompagné des créations. C'est un spécialiste Oui. des stades. C'est ça. Et donc aujourd'hui, les choses sont claires. C'est une aréna de 6000 à 9000 places, soit qu'on soit en mode assis. Vous êtes encore plus ambitieux que M. Assis ou Guiraud. en mode assis debout. Je pense que La Rochelle est une ville qui rayonne. La Rochelle n'a pas l'image d'une ville de 80 000 habitants. Elle rayonne comme une ville de 200 000 ou de 500 000 habitants en termes d'image. Et qu'on peut attirer. On peut attirer du monde. Il faut une salle mixte qui soit la résidence du club du basket. Il faut une salle qui puisse porter un naming. Et pour ça, il faut le bon dimensionnement parce qu'un naming d'une salle donc c'est de mettre le nom d'une entreprise sur l'établissement, un sponsor. C'est quelques centaines de milliers d'euros si c'est une salle de 4000 et ça peut aller jusqu'à 1 million si c'est une salle de 6 On voit que dans 9 d'autres villes, le naming, le sponsoring est très difficile à obtenir. Hein. Et il faut C'est une pas trentaine simple, ou une ça. quarantaine Et de volatile. tournées. Et Ouais, donc bien il faut ces trois conditions-là avant de commencer, effectivement. Mais si on ne fait pas ça Et où est-ce que vous la mettez, là, à votre arena basket? sur le parc des expos, et si on ne Non, fait mais pas c'est ça... trop tard. Vous savez que le terrain si a déjà on- été attribué. Il y a un aménageur qui a été choisi et il y aura 550 logements. Il y a qui un vont sortir aménageur qui a été de ce choisi, futur quartier et vous avec savez, en 3 1971... hectares qui vont être arborés et désartificialisés pour faire en sorte Oui. qu'il y ait une coulée verte. Oui, ça, on a prochaine bien et un compris parc que vous vouliez le supplémentaire. passer de Impossible force de avant revenir de partir. dessus, Mais ça y est, c'est fait. Non mais c'est le forcing, c'est insupportable de forcer, de violer les Rochelais en leur imposant un projet pour lequel vous n'aviez aucun mandat, il n'y a aucune décision, et de transformer un site historique Il y a qui une est un enquête- site de il y a une enquête spectacle publique en et un de quartier large qui sera un débat quartier de conseil 540 logements, c'est-à-dire 1000 habitants, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un commerce, ça sera encore une cité dortoir. Non, c'est pas possible. En 1971, Michel Crépeau l'a fait. C'est vrai. Au lendemain de son élection, 19. il a fait abandonner un projet qu'est du Lazaret, un projet qui était déjà Marina. une marina qui était déjà entamée et qui était déjà Donc vous, pré-commercialisée. c'est l'annulation de ce projet. Exactement. Et on met- Parce qu'on ne va pas Voilà, priver voilà. les Rochelais d'un lieu de vie. Je veux une ville où on vive, une ville où on a des spectacles, où on a de la festivité, pas une ville où on dorme avec des quartiers dortoirs. Et C'est la donc une démagogie, monsieur aréna, Bacca. je termine, Désolé de vous une le dire, aréna mais de vous êtes 6 à 9 000 personnes, c'est indispensable parce qu'à moins, on n'attire pas, vous la financez les comment? grands Le tourneurs. dimensionnement. Alors Vous la justement, financez je la comment? finance comment? Je réponds simplement. Très à Guiraud. rapidement. Oui, 6 à 9 000 personnes parce que sinon, on est en concurrence avec d'autres sites qui sont Poitiers, Bordeaux, les Sables d'Olonne, et les tourneurs vont choisir la salle qui a la plus grande capacité. Comment Si on vous est sortez en dessous, 60 si on est en millions dessous, on Vous fera arrêtez 10, la on quatrième fera 10 piscine, spectacles vous arrêtez moyens. l'extension de la On sirène. fera 10 spectacles. Vous connaissez le Non, plan non, de c'est pas la même l'investissement chose. sur les Ça n'est prochaines pas de la années. concurrence. C'est en plus. faudra faire un. des choix, monsieur Vous Bacca. savez, 1 plus 1 égale 3. Ça s'appelle la synergie positive. Comment vous le financez? Eh bien, on le finance avec des fonds européens, avec des fonds d'État, avec fonds du naming, européens. avec de la billetterie, puisque si on fait 40 spectacles dans l'année, eh ben on a une billetterie, on a un lieu de vie. Et si on ne le fait pas, ça sera là pour le coup un site de dépenses
biberonner à la subvention. Et c'est pas ça que je veux quelque chose de vertueux. Avec le Stade Rochelet Basket, ils n'en veulent pas de votre salle à 6 000, 8 000 ou 9 000 places. Ils veulent une salle de 4 500 places. Quand on parle d'accompagner... On a le droit de parler. La différence... On vous a pas oublié. À La Rochelle, il faut pouvoir échanger avec eux. Non, mais la différence, c'est que vous faites du clientélisme. Moi, je veux une ambition. Et c'est ce qui a manqué dans cette ville pendant longtemps. De l'ambition. Monsieur Falorni, vous, c'est un tout petit omnium. Merci. Tout petit. Alors, déjà, je dois vous faire... bien plus petit. Je dois vous faire un aveu, je n'ai pas de capitaine de basket dans mon équipe, j'ai un capitaine de basket dans ma généalogie, voilà, mon grand-père. Hein. Et par ailleurs, cher Christophe Batcab, je ne vous ai pas pillé votre idée parce qu'elle était dans mon programme il y a 6 ans. Je sais. Et ce que je regrette... Je dis que c'est pas la même, pardon. Et ce que je regrette... Oui, je confirme. Ce que je regrette, Monsieur Guiraud, et c'est pour ça que j'évoquais la question des salines tout à l'heure, je trouve dommageable sur le plan démocratique que 2 mois avant une élection, sur un sujet aussi important, une délibération soit imposée au forceps. Je pense que ça aurait mérité, et si vous aviez été élu, vous auriez eu toute légitimité à faire voter votre projet des salines après votre élection. Mais je regrette vraiment qu'on se prive effectivement de ce site du parc des expositions où, il y a 6 ans, je proposais que cette salle soit implantée. Concernant mon projet, il est assez proche de celui de M. Guiraud, tout simplement. Pourquoi ? Parce que comme lui, j'ai échangé avec le Stade Rochelet Basket, avec Charles Kloboukov. Ils ont travaillé sur un projet, donc je n'ai rien inventé. Effectivement, il y a un projet estimé entre 25 et 30 millions d'euros pour une structure qui pourrait être implantée effectivement à Pilboro ou à Angoulins. Je pense préférence Pilboro si on veut effectivement aller sur chercher... le site ancien Décathlon. Vous savez, le naming, pour que ça marche, il faut une grande visibilité. Donc c'est pas en mettant une salle au fond d'un parking. Donc, il faut que ce soit à côté de la 2x2 voies. Oui, c'est ce qu'on appelle un équipement vitrine. C'est un équipement vitrine. Donc si on veut aller chercher des moyens supplémentaires pour du sponsoring, il faut de la visibilité. Voilà. Et effectivement, il faut une salle de basket et de spectacle. Si on veut avoir une redevance entre 800 000 et 1 million d'euros par an, on ne peut pas se contenter du basket. Basket, ça sera maximum 400 000. Il faut une douzaine de spectacles par an pour financer. Il nous reste 10 minutes. Vous avez encore les cartes blanches. Nous avions une dernière question à vous poser sur un fait d'actualité concernant Marine Delègue, qui est donc une ancienne élue de la majorité de Jean-François Fontaine et de Thibaut Guiraud, qui a témoigné dans les médias sur les violences sexistes qu'elle a pu vivre avec certains élus. C'était fort comme témoignage, ça marque quelque chose de très violent. Là, j'aimerais tous vous entendre sur ce qu'elle a vécu et sur vos propositions pour que ça ne se reproduise plus, Monsieur Batcab. C'est pas un sujet que je maîtrise très bien. Je pense que si Marine Delègue dit des choses à ce sujet et qu'elle a fait des recours, elle doit avoir des raisons. Je pense que la gouvernance, de façon générale, doit être revue et que le respect, il n'est pas seulement entre hommes et femmes, mais on l'a vu encore il n'y a pas très longtemps lors d'un conseil municipal, d'une remarque qui avait été faite à un des adjoints. Je pense que le respect, c'est d'abord d'avoir de l'humilité, de ne pas être autocrate, d'écouter les autres et que ça passe déjà par des règles de base de vivre ensemble, d'éducation. Après, certaines mairies ont mis en place, par exemple, un adjoint qui s'occupe de ces questions-là, notamment l'égalité femmes-hommes, les violences faites aux femmes, etc. Est-ce que vous imaginez pouvoir avoir quelqu'un qui s'occupe de cette thématique-là en particulier ? Je pense que c'est la gouvernance qui doit le porter, que c'est le maire qui doit le porter, et qu'il doit être celui qui met l'ordre dans les débats et qui ne peut pas tolérer ce type de dérive, quelle qu'elle soit, et qu'elle soit adressée à quiconque, pour quelque raison que ce soit pour des raisons de sexe, de religion, de je ne sais pas quoi, peu importe, il n'y a pas de sujet là-dessus. Ça doit. Donc la gouvernance. Là, on va pas faire un adjoint à la politesse. Et à la bienséance. La première adjointe de Bordeaux, par exemple, est en charge de cette question-là. Donc il y a des villes qui le font. C'est inquiétant. Monsieur Falorni ? Je crois que c'est au maire, effectivement, de veiller à ce que, déjà, au sein de son équipe municipale, il y ait ce genre de comportement inacceptable. Je crois que quand on aspire à être élu, il faut être exemplaire. Alors, personne n'est parfait, mais quand on sort de la règle, on n'a plus rien à faire dans une fonction élective.
Voilà. Donc le maire doit sanctionner. Le maire doit sanctionner. Moi, je suis... j'ai appris avec surprise ce qu'a dit Madame Nedelec sur le fonctionnement interne de cette municipalité. Je ne sais pas si des sanctions avaient été prises à l'époque. Je n'en sais rien, donc pas de procès d'intention. Mais en revanche, effectivement, on ne peut pas tolérer dans la vie politique, mais aussi dans la vie tout court, ce genre de phénomène de harcèlement, de violence faites aux femmes, mais de violence plus largement. On agit, Comment ? Vous dites on ne peut pas tolérer, mais concrètement... Sanction immédiate, c'est-à-dire que si vous avez un élu qui, au sein d'une équipe, se comporte de la sorte... Vous le virez ? Je le vire. Alors, vous savez, il y a des règles. Quand on est élu, un maire ne peut pas virer, mais il sera en tout cas viré de l'exécutif. Ça, c'est clair. Madame Simonet ? Je connais trop bien ce sujet. Trop bien, j'étais présidente du Centre d'information pour le droit des femmes. Je porte l'égalité homme-femme puisque j'ai eu cette compétence. Elle a existé au sein de la ville de La Rochelle. Je l'ai portée de 2008 à 2014. Et bien évidemment, ces questions-là sont noir sur blanc sur le programme de La Rochelle Unie parce que nous ne pouvons plus. Donc pour vous, il faut que quelqu'un incarne bien sûr, cette question. Bien sûr. Il faut être exemplaire. Je sais ce que Marie Nedelec a subi. Elle a mis beaucoup de temps. Elle s'est beaucoup interrogée. C'est toujours, on a toujours la pression que la victime dérange. Dérange. Et il ne faut pas se tromper de victime. Il y a toujours ce poids à porter, ce regard. Cette question-là... Il faut continuer à libérer la parole des femmes. Donc avec vous, il y aura une délégation sur cette question-là Bien sûr. Bien sûr. Monsieur Guiraud ? Mais ce n'est pas seulement en politique. Ces dernières années ont montré cette difficulté. Vous avez tous des femmes, des filles, des tantes, des mères, des grands-mères, ce qu'elles ont subi, faisant en sorte que nos petites filles, aujourd'hui, soient préservées de tout ça. Il faut que ça suffise maintenant. Et je compte sur les hommes. Ce sujet est grave. Moi, je condamne toute forme de violence, bien entendu. Sur le mandat, je pense qu'il y a eu des formations qui ont été mises en place. C'est moi qui l'ai fait où j'étais adjoint au personnel, pas forcément aux élus. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir améliorer sur le prochain mandat. J'ai fait en sorte que les 3000 agents de la ville, de l'agglomération du CCS, aient des formations pour vraiment prévenir toute forme de violence à caractère sexiste ou sexuel vis-à-vis des femmes. Je crois que dès le lendemain de l'élection, il faudra aussi qu'il y ait un temps d'échange pour faire en sorte que ce qui s'est passé sur le mandat avec cette adjointe ne se reproduise pas. Voilà, donc je le condamne absolument. Prévention, sanction. Je peux vous dire là aussi, en tant qu'adjoint au personnel, j'ai des choses que je ne peux pas dire aujourd'hui, mais j'ai eu au sein de nos collectivités ce genre d'affaires à traiter, mais dans la minute, c'était sanction, c'était enquête, et derrière, devant le conseil de discipline. Donc il faut être absolument rigoureux, mais je peux vous dire, et je vais terminer là-dessus, les violences faites aux femmes, absolument inadmissibles, mais c'est toutes les violences. Moi-même, à titre personnel, j'ai subi des violences pendant tout le mandat, à la fois en interne, mais aussi en externe. Pendant la campagne, on a tous subi des violences. Vous l'avez trouvée violente, cette campagne ? Non. Elle a été intense. Oui, moi je l'ai trouvée... Alors pas entre nous. Non, je trouve qu'elle était de bonne tenue. Mais violente par rapport à la haine que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Ah oui. Par rapport à tous les gens qui racontent n'importe quoi, qui vous menacent, qui balancent des rumeurs. Et ça, aujourd'hui, c'est absolument inadmissible. La meilleure manière d'éloigner les Rochelais des débats et de l'envie de s'engager, c'est justement cette forme de violence qu'il faut absolument corriger. Et j'espère que monsieur le député ici présent pourra à l'Assemblée nationale légiférer en ce sens, parce qu'il faut protéger tous les élus. Voilà. Et vous savez bien quand même que pour les femmes, il faut être toujours 2 fois plus compétente. Et j'espère que je serai la première maire de La Rochelle. Carte blanche ? Carte blanche, voilà, on va terminer ce débat, on arrive à la fin. Nous avons... bientôt, si les Rochelais le décident. Voilà, c'est notre traditionnelle carte blanche à la fin du débat. On vous donne 1 minute pour nous parler d'une mesure importante pour votre prochain mandat. Vous êtes libre de vous exprimer et là, il n'y aura pas de contradiction. Voilà, vous choisissez votre thématique. Voilà, au bout d'1 minute, je vous ferai signe pour vous dire qu'il est temps de conclure.
Monsieur Badcab, à vous la parole. Eh bien, d'abord, de libérer les énergies. On a des associations, des centres sociaux qui veulent mettre en place des choses. Aujourd'hui, elles ne se sentent pas écoutées, pas libres d'agir. Et la collectivité ne peut pas tout. Il faut s'appuyer sur des partenariats publics-privés. Et dans le mot privé, j'entends la notion d'association. Et donc, accompagner ces énergies, parce que La Rochelle est pleine d'énergie. Et il faut les libérer pour porter des nouveaux projets. Et puis l'autre sujet, c'est le RER. On en a parlé un peu, mais le RER, c'est la solution à l'emploi, c'est la solution au logement, parce qu'on peut habiter un peu plus loin. C'est une solution économique, c'est surtout une solution écologique, puisqu'il s'agit d'un RER électrique. Et donc ça permet aussi de pouvoir, finalement, dans une ville moderne, ce qui est important, c'est pas la distance, c'est le temps qu'on y passe. Monsieur Falorni. Merci. Mon projet est le projet qui est porté par la liste pour les Rochelaises et les Rochelais. Il est construit autour de 2 ambitions. Améliorer le quotidien des habitants, porter des grands projets structurants pour l'avenir. On a évoqué beaucoup de sujets importants lors de ces débats et je vous en remercie. Il faut aussi penser à 2 sujets majeurs pour les Français, de façon générale, et pour les Rochelaises et les Rochelais, la question de la santé. Et je me battrai avec la nouvelle maire d'Étré, avec tous les élus du territoire, pour que sorte enfin ce nouvel hôpital dont nous avons impérativement besoin. Donc la santé, une grande priorité, et la sécurité, autre grande priorité. La sécurité, c'est une mission régalienne, certes, menée par le ministère de l'Intérieur et par le préfet ici, mais une municipalité a des compétences en matière de police municipale et j'y veillerai. Madame Simonet. Effectivement, la santé est également au cœur de notre programme, La Rochelle Unie, une gauche solidaire, citoyenne et écologiste. La santé, j'aurais bien aimé que M. Falorni, vous puissiez porter ce projet de nouvel hôpital depuis un certain nombre d'années maintenant. On a perdu suffisamment et beaucoup de temps. Le deuxième sujet dont on n'a pas parlé, on a parlé de mobilité, on a parlé de logement, on a parlé de sport, on n'a pas parlé de culture. Je pense que la culture, c'est ce qui donne encore à voir une ville qui se rassemble, bien au-delà du monde culturel, mais associatif, les centres sociaux et culturels, le monde économique. Et c'est pour ça que je tiens... Je tiens beaucoup à ce projet et j'espère vraiment le voir se concrétiser, de porter la ville de La Rochelle candidate comme capitale européenne de la culture. Elle est déjà la capitale de la chanson francophone grâce aux Francopholies depuis 41 ans. Capitale européenne de la culture, parfait. Ça serait un magnifique projet pour La Rochelle. Monsieur Guiraud. La santé, comme mes autres... collègues, et vraiment la boussole, c'est notre priorité qui doit guider notre action municipale, qu'elle soit physique, mentale ou environnementale. On l'a démontré sur le mandat que c'était une priorité, mais je crois qu'on doit aller encore plus loin et accentuer les actions, et notamment en faveur de la santé environnementale, la qualité de l'air, notamment sur les quartiers ouest, la qualité de la terre et la qualité de l'eau, qui ont tous ces trois-là un impact sur notre santé. Un maire, il a 2 rôles, aménager le territoire, mais aussi protéger la population. Protéger en parlant de santé, mais aussi en matière de sécurité. Et sur ça, je souhaite reconstituer les polices municipales de proximité dès le lendemain de l'élection. Il me reste 10 secondes pour vous parler rapidement d'action sociale. C'est le grand oublié de cette campagne. Je souhaite absolument qu'on arrive à sauver nos EHPAD publics et les services de soins à domicile. Et donc, votez Génération La Rochelle. Je vous remercie pour la qualité de ces débats. Merci Pierre-Emmanuel. Merci Alain. Merci à vous d'être au rendez-vous. On se retrouve bien évidemment dimanche aux urnes et puis ici sur ce plateau dès 19h30 sur TV7 et sur sudouest.fr. Nous serons en direct avec un dispositif exceptionnel. Nous aurons nos reporters qui seront sur le terrain pour vous faire vivre les coulisses de cette élection au plus près des QG et des candidats pour avoir les réactions à chaud. Et puis sur le plateau, nos invités seront là pour commenter, analyser les résultats. Voilà, on a hâte de vivre cette soirée avec vous, donc soyez au rendez-vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.